vos chiffres, vous les avez pris à quel endroit? C'était une enquête de la presse. C'était une enquête d'un journaliste. Oui, je pourrais vous fournir l'article sur le lien si vous voulez. Avec plaisir. Alors, je vais demander donc à la Ville de répondre à la question de Mme Laraque. Tout d'abord, on le dit dans la présentation, le profilage, les comportements discriminatoires ne sont pas tolérés à la Ville de Montréal, alors on ne peut pas défendre ça. On ne peut pas défendre ces comportements-là. Puis il y a les mêmes attentes envers les employés de la Ville qu'envers les policiers du SPVM à ce niveau-là. C'est pas toléré. Je ne sais pas si Mme Cournoyer veut compléter, mais... En fait, ce que vous avez nommé, ce sont le nombre de personnes qui ont été interpellées. Donc, il faut savoir que c'est exactement ce que nous tentons d'analyser, de savoir. Nous ne tentons pas, en fait, nous le faisons. Et nous allons vous présenter ce bilan-là, comme mentionné plus tôt d'ici décembre 2019. Donc, nous aussi, ça nous intéresse de savoir le nombre. Nous aussi, on est intéressés à faire une introspection, si on peut dire ça comme ça, pour essayer d'améliorer s'il y a lieu les façons d'aborder les gens, sur pourquoi qu'on les aborde. Donc, c'est important pour nous aussi de regarder nos pratiques puis de voir comment qu'on peut les modifier, les améliorer. Avez-vous une deuxième question, Mme Laraque? Oui, ma deuxième question, c'est par rapport quand on fait une plainte à la déontologie. Pour avoir déjà présenté une plainte, on m'a dit que j'étais obligée d'abord, avant que ma plainte se rende jusqu'à, je ne sais pas trop où, à la déontologie, de passer par un processus de conciliation où je devais rencontrer les policiers contre qui je devais porter plainte puis essayer de m'entendre avec eux. Moi, ma question, c'est pourquoi cette démarche-là est obligatoire, pourquoi elle existe? Parce que nous, en fait, c'est qu'on n'a pas envie de rencontrer ces personnes-là qui nous ont fait subir quelque chose de traumatisant. Parfait. La question est claire. On vous comprend très bien. Peut-être je la retournerai vers la Commission des droits des personnes et des droits de la jeunesse, parce que je pense que l'information va être d'autant plus pertinente si elle provient d'eux. Pourquoi est-ce qu'il y a une pratique de conciliation d'abord inscrite au SPVM? À la déontologie policière. Non, je ne répondrai pas pour la déontologie policière. On a effectivement chez nous un processus de médiation qui est possible, mais pas obligatoire. C'est à la volonté des parties, mais je ne répondrai pas pour la déontologie policière. Oui. Donc, il faudrait que peut-être le SPVM pourrait dire s'il y a une obligation. Déontologie. Avant la déontologie. Je vais demander à Judy Gold de donner son... Si je peux juste ajouter qu'on peut déposer une plainte au commissaire à la déontologie policière et à la commission des droits de la personne en même temps. Une n'exclut pas l'autre. Je voulais juste que ce soit clair. Donc, il n'y a personne ici pour répondre à la question de Mme Laraque sur pourquoi dans le processus d'un dépôt de plainte en déontologie, il y a cette obligation de conciliation. Donc, on va essayer de trouver la réponse. Tout à fait. Et la déposer. Parfait. Oui, allez-y. Est-ce que pour vous, ce serait mieux de ne pas avoir cette conciliation? Définitivement. Moi, dans le cas qui m'est arrivé, j'avais un passager qui a été profilé alors qu'il était passager, puis c'est moi qui conduisais. Puis lui, il ne voulait pas rencontrer les policiers, donc j'ai pas pu aller plus loin avec ma plainte parce que justement, on n'a pas fait le processus de conciliation. Donc votre question aussi, c'est de savoir si on peut ne pas l'accepter, si on peut la refuser. Ben moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut enlever ce prérequis-là tout simplement? Parce que dans quel genre de processus de plainte qu'on fait, que ça soit contre un vol, un viol ou peu importe, ou est-ce qu'on est obligé d'abord de s'entendre avec la personne qui nous a agressés avant de porter plainte? Parfait. Merci, Mme Laraque. Est-ce que je peux faire une précision? Non, M. Alara-Maonès, vous n'êtes pas interrogé. Vous êtes tous témoins. Mais vous n'êtes pas interrogé, M. Onès. Je suis un requérant qui demande de parler, tout simplement. Monsieur Onès, je vais vous expliquer quelque chose. Le droit de requérant n'est pas un droit de parole absolue.
vous avez le droit de vous inscrire et poser des questions. Et s'il y a des questions qui vous sont adressées, nous allons les relayer jusqu'à vous. Tout à l'heure, je me suis fait prendre. Je pensais que vous vouliez commenter et finalement, vous avez posé une question. Vous n'êtes pas là pour poser des questions. Vous avez la responsabilité de vous plier aux procédures de l'Office. Et s'il y a des informations manquantes dont je peux mentionner, et pour faire des clarifications, on a demandé, Sacha Wilkie, est-ce que je peux avoir 30 secondes? Sacha Wilkie a demandé une question très spécifique. Il y a 600 000... Est-ce que je peux parler pendant 30 secondes? Non, vous ne pouvez pas parler pendant 30 secondes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les procédures de l'Office. On est à une soirée d'information. C'est la présidence qui décide. La présidence C'est la présidence, la coprésidence dans ce cas-ci, qui décide à qui la question est adressée et qui doit y répondre. Alors, Ismaël Seck, s'il vous plaît. C'est la soirée des citoyens. Et de la présidence. En effet, pour les procédures. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite adresser ma question à la Ville de Montréal, au SPVM et aussi aux requérants. Voici ma question. Le processus de poursuite en déontologie policière est extrêmement long et semble décourager de nombreux citoyens et citoyennes de porter plainte et aussi de persister dans le processus qui peut engendrer de longs délais et des coûts financiers ainsi que psychologiques. Ce processus mène aussi rarement à des sanctions envers les policiers et les policières. Bref, ma question, quelle action concrète la Ville de Montréal et le SPVM ont-elles entrepris ces dernières années pour démocratiser le processus de plainte en déontologie policière afin de le rendre plus accessible et surtout pour qu'il y ait une véritable imputabilité concernant les dérapages de certains policiers et policières, bref, qu'il y ait des sanctions à la hauteur du préjudice causé. Alors, la question s'adresse d'abord à la Ville de Montréal. Je vais juste mentionner ce qu'on avait dit, c'est que la commission en déontologie policière du Québec était indépendante de la Ville de Montréal et donc du SPVM. Ensuite, j'inviterai Mme Cournoyer à commenter, à répondre à votre question pour comment ça se passe, la réception des plaintes et le traitement des plaintes au SPVM. Concernant la déontologie, effectivement, c'est un organisme indépendant. Donc, nous-mêmes, on aimerait avoir les données. On souhaite, comme organisation, recevoir le nombre de policiers, de personnes qui sont, dans le fond, intimées, soit à la déontologie, soit à la CDPDJ. Puis, on est en lien avec ces organismes-là pour être informés, pour recevoir les chiffres. Mais effectivement, ce ne sont pas des données que l'on reçoit automatiquement et on travaille pour que ce soit fait. Mais vu qu'ils sont indépendants, ils n'ont pas l'obligation de nous informer de façon systématique sur les policiers qui sont dans leur dossier. Donc, il n'y a pas nécessairement il n'y a pas de communication formelle puisque c'est un organisme indépendant. Merci. Alors, la question s'adresse au requérant qui va parler au nom de la déontologie policière. On va parler spécifiquement, le SPVM a 600 minorités visibles. Donc, pour répondre à la question de Sacha, il y a un bassin. C'est qu'il n'y a pas de volonté. De plus, la situation de Félix Villanueva a coûté à la Ville des millions et des millions de dollars. Dans le cas de Augustus versus Gossett, la Ville est allée jusqu'au bout. En ce moment, there's a class action lawsuit against the City of Montreal. Ils vont mettre des milliers et des milliers de dollars. Ça, c'est la réponse pour les deux questions précédentes. J'ai plus d'autres commentaires. Monsieur, vous avez une autre question? Oui, j'ai une autre question, merci. En fait, je me posais la question, quand il y a une bavure policière qui engendre un préjudice psychologique, physique ou moral envers un citoyen ou une citoyenne, comment est-ce que le SPVM décide de la sanction envers un agent ou une agente qui a commis une faute? Quel est le processus prévu ainsi que ses différentes étapes, s'il y en a un? Madame de Rome, j'imagine que vous allez aux relations de travail et que vous allez demander à Madame Lapointe de... Tout à fait. Madame Lapointe. Non, Madame Lapointe. Oui, il y a aussi Madame Marie-Claude Fradet qui est dans la salle et qui est responsable de la dotation au niveau du SPVM, qui aurait peut-être des réponses à cette question-là. Par rapport à la question du bassin ou par rapport à... Non, préjudice. Le préjudice. Donc c'est plus... Dans le fond, ça serait plus le SPVM, donc Mme Cournoyer qui pourrait répondre. Madame Cournoyer.
Donc, par rapport au préjudice qui est causé, de la façon dont ça fonctionne, c'est que le policier, premièrement, soit reconnu. Ça dépend de la façon qu'il est reconnu. Est-ce qu'il est reconnu par la CDPDJ? Est-ce qu'il est reconnu par le Tribunal des droits de la personne, par la déontologie policière? Donc, il y a différentes instances que le citoyen peut porter plainte, comme le commissaire l'a dit, de façon simultanée ou non. Et il y a aussi à l'interne, il y a toujours une possibilité de porter plainte à l'interne sur un policier. Donc, naturellement, la sanction, lorsque c'est une tierce partie, lorsque c'est un organisme indépendant, la sanction est donnée par l'organisme indépendant, ce qui inclut aussi quelquefois une réparation monétaire ou non, un suivi ou donc qui inclut certaines recommandations de l'organisme tierce partie. Par la suite, souvent lorsqu'un policier est impliqué dans un événement ou qu'il y a eu une plainte dans une tierce partie, il se doit aussi de faire face à l'interne, donc comme par exemple un comité de discipline. Naturellement, c'est du cas par cas, dépendamment là, du tribunal. Mais il y a aussi un comité à l'interne de discipline qui voit ce qui peut être mis en place comme sanction, qui peut aussi recommander, parce que ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est bien de donner une sanction, mais on veut que le comportement change. On a aussi une équipe en place qui va suivre le policier suite à la sanction dans certains cas. Cette équipe-là est relativement récente, mais si le comportement, qui est un comportement à risque, donc c'est important pour nous comme organisation que ce comportement-là ne soit pas reproduit. Et comment qu'on fait pour qu'il ne soit pas reproduit? Eh bien, c'est d'impliquer l'ensemble des personnes donc, qui peuvent graviter autour du policier, donc son superviseur immédiat, le commandant du poste de quartier ou le commandant de la section. Et par la suite, il faut aussi avoir une lunette corporative et de savoir si effectivement ce policier-là a un comportement récurrent, comment qu'on peut mettre fin à ce comportement-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... En fait, ma question, c'était... Peut-être, je vais juste vous informer qu'il est 9h25, qu'il reste 5 minutes pour ceux qui veulent encore aller poser des questions, pour aller s'inscrire. Dans 5 minutes, le registre sera fermé. En fait, très rapidement, ma question, c'était de savoir est-ce que le processus est vraiment du cas par cas ou il y a vraiment une sorte d'échelle, d'étape? Des normes. Des normes, exactement, pour régler un cas de bavure policière. Pourriez-vous préciser votre question? Lorsque vous parlez d'étapes, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, admettons, quand moi je suis un enseignant, quand un enseignant reçoit une plainte, par exemple, il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles il doit traverser pour répondre. Probablement, on le convoque dans un comité, il doit répondre de la plainte, il va rencontrer certaines personnes, etc. Quelles sont ces étapes-là, s'il y en a, ou si c'est vraiment une sorte de système de cas par cas, en fait? Non, c'est ça. En fait, premièrement, c'est la supervision. On ne dira jamais assez, la supervision qui est faite au quotidien par le superviseur d'une équipe. Aussi, le comportement éthique du sergent face à son équipe de travail. Souvent, on dit c'est le modèle qu'on a du superviseur qui agit sur l'équipe aussi positivement. Donc, on est sensible à ça. Et oui, on met en place une structure pour pouvoir donner les outils aux superviseurs pour agir sur le comportement. Donc, la première étape, c'est la supervision qui est immédiate par le superviseur de l'équipe. Ensuite, s'il y a un comportement qui est récurrent, bien là, à ce moment-là, le sergent, le chef de section peut aller chercher de l'aide. Il y a différents, auprès des ressources humaines, auprès d'équipes spécialisées qui viennent agir sur le comportement qui est à risque. Et aussi, naturellement, il peut y avoir une sanction. Il peut y avoir, en bout de ligne, on peut rencontrer le policier, faire une note à son dossier. On peut ensuite le noter dans son évaluation. Donc, il ne faut pas seulement avoir une discussion verbale, mais il faut que ça soit noté à son dossier. Puis, en bout de ligne, il faut qu'il y ait une mémoire de ce comportement-là pour pouvoir agir sur le policier puis donner une sanction s'il y a lieu à un moment donné dans les événements. Merci. Oui, rapidement, Abid. Madame Fournier, juste une question de clarification. Par rapport au comité de déontologie, est-ce qu'il est composé de policiers et policières seulement ou il est diversifié? Est-ce qu'il y a des avocats là-dedans? Est-ce qu'il y a des citoyens? La déontologie, je ne pourrais pas vous mentionner. Il faudrait que ce soit une question qui soit posée par écrit. Puis, nous allons le faire. Merci.